Mali, l'imam Mahmoud Dicko dénonce l'arrogance de la junte au pouvoir. Ça, c'est le titre de l'article. L'imam Mahmoud Dicko dénonce l'arrogance de la junte au pouvoir. L'article a été publié aujourd'hui, 27 mai 2022, à 10h49 du matin. Pour lui, les dirigeants actuels au pouvoir à Bamako et la communauté internationale sont en partie responsables de la situation que traverse son pays. Citation. L'arrogance de nos dirigeants. Je le dis ici. Je vais sortir, ils vont m'interpeller. Mais je le dirai. Leur arrogance et l'orgueil de la communauté internationale, c'est le peuple malien qui est en train de payer ça. C'est extrêmement grave. Fin de citation. Qu'en-est-il? Sous-titre, classe politique moribonde. Et très rapidement, il pointe également du doigt la classe politique locale. Une classe politique moribonde, qui ne bouge pas, qui n'existe plus. Une société civile qui a cessé d'exister. Il faut le dire. Aujourd'hui, le peuple est trimballé entre des gens qui veulent une transition indéfinie. Des gens qui ont des principes tuent au nom de ces principes. Le peuple malien, l'Afrique entière doit assister à sa destruction, à son effondrement. Sans lever le petit doigt? Je crois que l'histoire retiendra cela. Fin de citation. Les partisans de l'imam Mahmoud Dicko préviennent. Désormais, on l'entendra parler de plus en plus de la situation du pays, afin, disent-ils, de défendre, entre guillemets, les populations. Fin de citation. Ça, c'est le premier article. C'est l'article de RFI. On va analyser cet article. Ensuite, on va aller analyser le suivant. Je remonte au départ de l'article. Le titre. D'abord, on a choisi une photo de l'imam Dicko sur laquelle il est assis sur un grand canapé, un somptueux canapé. Un canapé de style royal. Il est assis sur un canapé gris cuir, un canapé précieux. Il y est assis littéralement dans une posture de chef de l'État. La main posée sur le côté droit du canapé, comme s'il détenait par la main droite, justement, le pouvoir. À sa gauche et à sa droite sont suspendus les chapelets de prière, qui sont pour ainsi dire des fétiches, qui protégeraient cette espèce de roi autoproclamé. Ça, c'est l'image, choisie par RFI. On ne l'a pas pris debout, on le prend assis dans un large fauteuil, symbole du pouvoir. L'imam Mahmoud Dicko dénonce l'arrogance de la junte au pouvoir. Donc vous remarquez que RFI appelle le régime de transition du Mali la junte et présente comme principal opposant à la junte un homme, l'imam Mahmoud Dicko. Et le mot qui est choisi pour illustrer la parole de cet homme, c'est que lui seul, l'imam Mahmoud Dicko, grandement assis dans ce fauteuil royal, dans ce fauteuil souverain, entouré de ces fétiches que sont les chapelets, lui seul, l'imam Dicko, va faire face à l'arrogance de la junte parce que, comme le suggère son fauteuil, il est un homme qui a un pouvoir large. Dès le titre, RFI promeut et croit pouvoir promouvoir Mahmoud Dicko comme étant le leader de l'opposition malienne. Ok. Maintenant, on va regarder l'argument. RFI reconnaît que la prise de parole de Mahmoud Dicko a eu lieu en marge du forum dont le thème était Femmes, paix, sécurité et développement en Afrique. C'est-à-dire que RFI reconnaît qu'il rapporte un propos qui n'était pas le sujet du forum. Un propos qui n'était pas l'objet central du forum. Bref, RFI a décidé d'accorder de l'importance à un propos hors sujet. C'est en marge du forum dont le thème est Femmes, paix, sécurité et développement en Afrique que l'imam Mahmoud Dicko s'est exprimé. En marge. Donc, RFI choisit de valoriser non pas ce qui s'est dit au forum, où on a débattu des femmes, de la paix, de la sécurité et du développement en Afrique. RFI choisit de mettre en valeur à la une un propos tenu en marge. Et RFI décide de dire que c'est une intervention très remarquée, puisqu'il s'est étonné de l'intitulé de cette rencontre alors que le Mali traverse une crise. Autrement dit, RFI décide de considérer que le thème du forum, les femmes, la paix, la sécurité et le développement en Afrique est nul. Ce qui vaut quelque chose, c'est la déclaration d'un marginal, en marge.
la déclaration de Mahmoud Dicko. Dès le premier paragraphe, vous avez donc affaire à un journalisme biaisé. Au lieu de rendre compte de l'événement principal et de rendre compte des prises de parole qui ont eu lieu dans cet événement principal, RFI choisit de rendre compte d'un événement insignifiant, d'un événement marginal et de transformer un événement marginal à un événement central. À partir de là, vous savez donc que Dicko est instrumentalisé pour s'attaquer au régime de transition du Mali. Deuxième paragraphe. Lorsque l'imam Mahmoud Dicko prend le micro, il affirme clairement qu'il veut parler de la crise malienne. Pour lui, les dirigeants actuels au pouvoir à Bamako et la communauté internationale sont en partie responsables de la situation que traverse son pays. Dans le deuxième paragraphe, RFI fait semblant de montrer que Dicko a critiqué trois entités. Dicko a critiqué les dirigeants actuels, c'est-à-dire le président Assimi Goïta et le gouvernement du docteur Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. Dicko a critiqué la communauté internationale. Seulement, dans la suite de l'article, on ne va jamais dire en quoi Dicko a critiqué la communauté internationale. Parce que Dicko ne parle pas de l'arrogance de la communauté internationale. Il ne va parler que de l'arrogance de la supposée junte qui est au pouvoir. On dit que Dicko a également critiqué qui? Il a critiqué les dirigeants actuels, il a critiqué la communauté internationale qui sont en partie responsables de la situation du pays. Mais qu'en est-il du troisième groupe de responsables? On n'en parlera jamais dans tout l'article. Dicko dit qu'il va critiquer les dirigeants actuels parce qu'ils sont coupables de la crise. Il dit qu'il va critiquer la communauté internationale parce qu'elle est coupable de la crise. Et il laisse un tiers de gens qui sont aussi responsables. Mais dans la suite de l'article, Dicko ne parlera plus jamais ni de la communauté internationale, ni du troisième tiers de gens qui sont aussi responsables. Dans la suite de l'article, on se focalise sur les critiques de Dicko contre les dirigeants maliens. On a oublié la communauté internationale citée par Dicko. On a oublié le troisième tiers de gens critiquables annoncé par Dicko, parce que Dicko lui-même, en fait semblant d'accuser tout le monde, parce qu'il a pour mission d'accuser essentiellement, d'attaquer frontalement le gouvernement de transition. Et alors, le troisième paragraphe est une citation directe de Dicko. L'arrogance de nos dirigeants, je le dis ici, je vais sortir, ils vont m'interpeller, mais je le dirai, leur arrogance et l'orgueil de la communauté internationale. Eux, les dirigeants maliens sont arrogants, mais la communauté internationale est seulement orgueilleuse. Dites-moi où vous connaissez quelqu'un qui est orgueilleux sans être arrogant. Donc, on a un nouveau partage là. Au départ, il est question de l'arrogance donc des dirigeants maliens, donc du colonel Goïta, du docteur Choguel Kokala Maïga et leurs compagnons, et il est question de l'orgueil de la communauté internationale, mais pas de l'arrogance. Hein. La communauté internationale n'est pas arrogante, elle est seulement orgueilleuse. Mais les dirigeants maliens, dans la bouche de Mahmoud Dicko, ce sont eux qui sont arrogants. Et c'est le peuple malien qui est en train de payer ça. C'est extrêmement grave. Donc Mahmoud Dicko se présente comme le défenseur du peuple malien. À la limite, il se présente comme l'élu du peuple malien. Il se présente comme le propriétaire véritable du peuple malien, qu'il va défendre d'un côté contre l'arrogance des dirigeants actuels et d'autre part contre l'orgueil de la communauté internationale. Question. Qu'est-ce que les dirigeants maliens actuels, le président Goïta et le docteur Choguel Kokala Maïga et leurs compagnons ont posé comme acte qui puisse permettre à un imam de Badalabougou, une mosquée de Bamako, de se lever et de dire qu'ils sont arrogants? Je veux dire, est-ce qu'il y a une déclaration du président Goïta contre l'imam? Est-ce qu'il y a une déclaration du président Goïta qui par ailleurs d'ailleurs est musulman? Est-ce qu'il y a une déclaration du premier ministre Choguel Kokala Maïga qui par ailleurs d'ailleurs est musulman contre un imam? Est-ce qu'il y a une déclaration contre l'islam? Est-ce qu'il y a une déclaration même contre une religion, que ce soit la religion chrétienne ou les religions traditionnelles? Est-ce que les autorités de transition actuelles sont responsables d'arrogance envers les religieux? À ma connaissance, non. Donc, de quelle arrogance est-il question? Quelle est l'arrogance que Mahmoud Dicko reproche aux dirigeants politiques du Mali? Si ce n'est en réalité que Mahmoud Dicko défend l'orgueil de la communauté internationale contre ce qu'il considère comme l'arrogance du gouvernement
Goïta, Choguel, Kokala Maïga. Je recommence. Il faut que vous compreniez, hein. À partir du 3e paragraphe de l'article RFI, Goïta défend l'orgueil de la communauté internationale contre ce qu'il appelle l'arrogance du régime Goïta et Choguel Kokala Maïga. Parce que nous, observateurs politiques, nous nous souvenons qu'il y a eu des échanges de paroles. Il y a eu des prises de bec entre le gouvernement français d'un côté et de l'autre côté le gouvernement malien. Entre l'Union européenne d'un côté et le gouvernement malien. Entre la CEDEAO, l'UEMOA d'un côté et le gouvernement malien. Cela, nous nous en souvenons. Le gouvernement malien a répondu aux attaques du gouvernement français, a répondu aux attaques de la CEDEAO, a répondu aux attaques de l'Union européenne, a répondu à la volonté même de lui imposer une résolution de l'ONU. Ça, on a vu. Mais on n'a pas vu le gouvernement malien s'attaquer à Mahmoud Dicko, s'attaquer aux imams, s'attaquer aux prêtres, s'attaquer aux pasteurs, s'attaquer aux religieux. Donc la question est la suivante. Et nous posons cette question à l'imam Dicko. À quel moment les autorités maliennes ont-elles été arrogantes envers vous? Comme nous savons que les autorités maliennes ne se sont pas attaquées à la religion au Mali. Elles ne se sont attaquées ni à l'islam, ni au christianisme, ni aux religions, à la religion africaine traditionnelle de nos ancêtres. Nous savons donc que Mahmoud Dicko reproche ouvertement au président Assimi Goïta et au docteur Choguel Kokala Maïga d'être à la tête d'un gouvernement qui a répondu pied à pied aux attaques du gouvernement français, pied à pied aux attaques de la CEDEAO, pied à pied aux attaques de l'UEMOA, au vol de l'UEMOA, organisation de voleurs, les gens de l'UEMOA et de la CEDEAO, a répondu à la volonté de faire passer des résolutions à l'ONU contre le Mali, volonté menée par la puissance française, a répondu aux attaques de 17 pays européens qui, en décembre 2021, ont menacé le Mali parce que le Mali coopère avec la Russie. Nous savons que c'est sur le plan, justement, de la défense de la souveraineté du Mali que les autorités maliennes se sont exprimées. Vous voyez donc très clairement que Mahmoud Dicko, dès le 3e paragraphe de l'article de RFI, est en réalité au service de la France-Afrique contre le Mali. Il est chargé de porter le fer contre le Mali. Et la preuve vient au 4e paragraphe. Parce que Mahmoud Dicko va s'attaquer aux autres opposants politiques. Écoutez bien les mots qu'il utilise. Et très rapidement, il pointe également la classe politique locale. Citation. Une classe politique moribonde, qui ne bouge pas, qui n'existe plus. À qui s'attaque-t-il? Il s'attaque à ceux qui étaient supposés, au sein de la classe politique, s'attaquer au régime de transition du colonel Goïta et du docteur Choguel Kokala Maïga au CNT. Autrement dit, Mahmoud Dicko arrive pour nous dire Thiéman Hubert Koulibaly a échoué. Comment il s'appelle? L'ancien Premier ministre Boubou Cissé a échoué. Aïnéa Ibrahim Kamara a échoué. Tous les opposants civils qui étaient supposés affronter le CNT ont échoué. Du coup, moi, l'imam Dicko, le tout-puissant imam Dicko, je suis obligé de monter moi-même au front parce que les autres opposants qui étaient supposés faire face à Goïta, faire face à Choguel Kokala Maïga, ce sont des incapables. Il les traite clairement de classe politique moribonde. Autrement dit, en fait, Mahmoud Dicko se fait le porte-parole de la France-Afrique. Il se fait le porte-parole de tous ceux qui ont instrumentalisé depuis le commencement de cette transition populaire l'opposition politique pour le renversement du pouvoir de transition. En fait, c'est le bilan de toutes leurs tentatives de coup d'État que Mahmoud Dicko vient leur infliger. On vous a fait confiance pour faire tomber Goïta. Vous avez échoué. Vous, les opposants, en qui on a mis confiance. On a chargé Alassane Dramane Ouattara de vous financer, de vous donner une base arrière en Côte d'Ivoire. On vous a donné des milliards. Vous êtes incapable de secouer la place de Bamako. Un militaire de formation Goïta et un homme politique qui n'était pas de tout premier rang jusqu'au moment où il est devenu Premier ministre. Dans le cadre du mouvement du M5 RPP, Choguel Kokala Maïga vous ont dominé.
c'est maintenant moi, Mahmoud Diko, qu'on vient chercher pour que je vienne vous sauver. Voilà comment s'exprime Mahmoud Diko. Il admoneste, il punit, il condamne l'opposition civile parce qu'elle n'a pas été capable de renverser le régime du CNT. Et il continue. Une société civile qui a cessé d'exister. Donc en fait, Mahmoud Diko est chargé de réveiller la société civile et de la monter contre le gouvernement de transition. Aujourd'hui, le peuple est trimballé entre des gens qui veulent une transition indéfinie. Ça, c'est pour le colonel Assimi Goïta et le docteur Choguel Kokala Maïga, le président et le premier ministre. Des gens qui ont des principes, tuent au nom de ces principes. Là, Mahmoud Diko rejoint clairement toute la propagande disant que l'armée malienne a massacré des populations maliennes innocentes à Moura et que l'armée malienne est responsable du charnier de Gossi. Quand il dit des gens qui ont des principes tuent au nom de ces principes, il rejoint l'accusation de la presse de la France-Afrique contre les FAMA. L'accusation qui a consisté à dire que ce ne sont pas des terroristes qui ont été tués à Moura et que le charnier découvert près du camp français de Gossi était un charnier monté par les FAMA. C'est ça qu'il dit là. Le peuple malien, l'Afrique entière doit assister à sa destruction. On a détruit qui? Qui est-ce que Assimi Goïta a détruit au Mali? À notre connaissance, les FAMA et leur chef suprême, le président Assimi Goïta, ont détruit les terroristes. Mais là, que dit l'imam Diko? Il dit que ce sont les FAMA, c'est le régime de transition qui sont en train de détruire le Mali. Autrement dit, en fait, il relaie les accusations de la France-Afrique, notamment autour des événements de Moura et des événements de Gossi. À son effondrement sans lever le petit doigt, implicitement, il accuse le régime de transition d'être, bien sûr, une dictature, puisque apparemment désormais on ne peut plus parler à Bamako, on ne peut plus lever le petit doigt. Je crois que l'histoire retiendra cela. Je vous rappelle qu'avant cela, il a dit qu'après avoir fait ces déclarations, il sait qu'on va l'interpeller, il sait que vraiment lui s'en va en prison. Mais RFI ajoute un dernier petit paragraphe, une petite ligne, pour préciser que Mahmoud Diko est désormais le leader de l'opposition malienne, puisque lui, il est plus courageux que les dirigeants politiques qui ont fui, comme Tieman Hubert Koulibaly, comme Boubou Sissé, comme Aïnea Ibrahim Kamara. Lui, il est plus courageux qu'eux. Alors, les partisans de l'imam Mahmoud Diko préviennent désormais, on l'entendra de plus en plus parler de la situation du pays, afin, disent-ils, de défendre les populations. Donc l'imam Diko prend donc la tête des populations du Mali qu'il prétend vouloir défendre. Vous avez compris? Voilà le portrait robot dans l'article RFI. Maintenant, on va aller voir l'article du Figaro. Et on va voir si c'est différent. Et vous serez étonné de voir que ce n'est pas différent, c'est la même stratégie. Allons, écoutez le Figaro. Le Figaro a publié son article hier, à 21h37, dans la nuit e-boutique. L'article s'intitule « Mali, un influent imam critique l'arrogance de la junte ». Je rappelle que RFI avait dit quoi? L'article, le thème de RFI c'était Mali, l'imam Mahmoud Diko dénonce l'arrogance de la junte au pouvoir. L'article du Figaro est Mali, un influent imam. Alors là on ajoute un influent imam critique l'arrogance de la junte. Vous notez que c'est les mêmes titres, n'est-ce pas? On veut parler du Mali. On veut présenter l'imam Diko comme un homme extrêmement important. Cette fois-ci, on choisit une photo de lui où il est zoomé en premier plan, tout vêtu de blanc, n'est-ce pas, avec le micro en main. Donc on le présente comme le porte-parole du peuple malien dans cette photo-là. Et on vise le même thème. On attaque directement le régime de transition du Mali qu'on appelle une junte. Avec beaucoup de mépris, c'est Diko qui est donc chargé de piétiner ce qu'ils appellent la junte. Maintenant, écoutez l'article. L'imam Mahmoud Diko, grande figure malienne. Déjà, on a déjà dit qu'il était très influent. Comme si ça ne suffit pas. On commence. L'imam Mahmoud Diko, grande
figure malienne, s'en est pris jeudi à l'arrogance des militaires qui dirigent le pays, en même temps qu'à l'orgueil de la communauté internationale, au moment où l'une et l'autre sont en plein bras de fer. Vous avez reconnu le premier paragraphe? Vous n'êtes pas en train de lire l'article de RFI. Pourtant, le Figaro est supposé être un journal privé. Hein. Attention, hein. À la base, le Figaro, c'est un journal privé. Hein. Mais, eux tous prennent leurs sources chez l'AFP. Et on continue. Une telle critique contre la junte au pouvoir est devenue exceptionnelle. De la part d'une personnalité nationale aussi éminente. C'est-à-dire que ceux-là, on présente Mahmoud Dicko, peut-être même comme vraiment le secrétaire personnel, le secrétaire intime du prophète de l'islam. Béni soit-il. On dit, une telle critique contre la junte au pouvoir est devenue exceptionnelle. De la part d'une personnalité nationale aussi éminente. C'est-à-dire que le Figaro nous présente Mahmoud Dicko comme un saint homme. Mahmoud Dicko ferait partie de la lignée des apôtres. Il ferait partie... Non, mais Mahmoud Dicko, si tu le touches, tu es guéri. Si tu le vois seulement et que tu étais aveugle, tu vas voir. Si tu le rencontres et que tu étais aveugle, tu vas voir. Tu le rencontres et que tu étais sourd, tu vas entendre. Si tu avais le palu et que l'air qui sort du boubou de Dicko te touche, tu es guéri. Oui! Une telle critique contre la junte au pouvoir. La junte, on la présente comme un déchet, est devenue exceptionnelle de la part d'une personnalité nationale aussi éminente. Hey, je vous rappelle que l'éminence, cela se dit du pape, cela se dit des cardinaux, cela se dit de gens qui, à la limite, sont déjà, une partie de leur corps est déjà au ciel. Voilà comment ils nous présentent Dicko. Et là, ils ont choisi une photo de lui avec son châle blanc sur la tête pour qu'il ressemble à un ange noir. L'influent religieux... Attends, je vais vous faire remarquer. Hein. L'article a commencé par l'influent. Ensuite, grande figure malienne. Maintenant, personnalité nationale aussi éminente. Maintenant, personnalité exceptionnelle. Maintenant, l'influent religieux qui s'exprimait lors d'un forum de discussion en cours jusqu'à samedi à Bamako a lui-même plaisanté sur l'éventualité que ses propos lui vaillent d'être interpellé à la sortie. Vous avez reconnu ce qui avait déjà été dit? RFI dit qu'il a parlé en marge d'un colloque. Là, on dit qu'il était dans le colloque. Mais les deux rappellent qu'il a dit que vraiment il va dire ça et après, dès qu'il sort, on va l'arrêter. Donc, vous êtes d'accord que ce que RFI a publié le matin du vendredi 27 mai, c'est ce que le Figaro disait déjà la veille et ce que l'AFP leur avait déjà dit de dire. On continue. Et puis tout ça, ils font comme s'ils étaient des journaux différents. Hein. Ils font comme si quand tu as lu RFI et que tu as du temps, tu peux aller lire le Figaro pour apprendre autre chose. Tu n'as rien d'autre à apprendre. Continuons. Il prenait la parole alors que la junte fait front face aux pressions d'une partie de la communauté internationale pour rendre les commandes du pays en crise à des civils élus, après avoir évoqué son engagement initial à le faire en février 2022. Le peuple malien est pris en otage entre les deux et est en train de mourir à petit feu, sous l'effet de la propagation djihadiste et des pénuries provoquées notamment par les sanctions internationales, a dit l'imam Dicko. Vous reconnaissez la même littérature. Dicko présente le régime au pouvoir comme coupable de la situation du pays. Ce pays est en train de mourir à petit feu parce que le régime de transition l'a pris en otage et que de l'autre côté, il est attaqué par les djihadistes. Sans oublier les sanctions internationales dont il ne va pas dire, bien sûr, beaucoup de mal. Troisième paragraphe de l'article du Figaro. Classe politique moribonde. C'est le même troisième paragraphe. C'est la même troisième partie que l'article de RFI. C'est pour cela que j'ai parlé de l'arrogance de nos dirigeants. Je le dirai ici. Je peux sortir, ils vont m'interpeller, mais je le dirai. Leur arrogance et l'orgueil de la communauté internationale, c'est le peuple malien qui est en train de payer ça. On a déjà lu ça quelque part, non? C'est extrêmement grave. Une classe politique moribonde qui ne bouge pas, qui n'existe plus. Une société civile qui a cessé d'exister, il faut le dire. Et on est trimballé, le peuple, entre des gens qui veulent une transition indéfinie. La junte et des gens qui ont des principes, a-t-il dit. Et il continue, je cite encore, Mahmoud Dicko ne s'était pas signalé publiquement par de tels propos depuis un certain temps. Il avait été la figure titulaire de la contestation contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, jusqu'à ce que ce dernier soit renversé le 18 août 2020 par les militaires toujours au pouvoir aujourd'hui. Donc, en fait,
le dernier paragraphe nous rappelle aussi, comme le dernier paragraphe de l'article de RFI, que Diko c'est le principal opposant et que c'est Diko qui a repris sa place. Diko a repris sa place parce que c'est lui qui a en fait renversé Ibeka. Ce n'est pas le M5 RPP, c'est Diko qui a renversé Ibeka. Et Diko s'était tué parce que c'était lui le vrai propriétaire de la révolution. Maintenant qu'il constate que la transition a trahi, Diko reprend position. Voilà l'article de Figaro. La même structure que l'article de RFI, alors qu'au départ on prétendait critiquer la soi-disant junte. On prétendait critiquer la communauté internationale et critiquer les autres responsables politiques. Finalement, il n'y en a que pour la junte. L'article présente Diko comme l'opposant principal qui reprend du poil de la bête pour mettre la junte à sa place parce que c'est Diko qui peut revendiquer le renversement d'Ibrahim Boubacar Keïta. Je vous prends un troisième article. On n'a rien appris ici. On savait déjà tout, n'est-ce pas? On s'en va donc écouter Jeune Afrique. Il faut l'écrire en 3 mots. Jeune. Le fait de jeûner. Cela est jeune à la recherche du fric. C'est jeune. Tu écris jeune, comme le jeune chrétien, le jeune musulman. Ensuite, tu fais A préposition, et puis fric. F-R-I-C. C'est ce journal-là qui vit effectivement de rançonner la classe politique africaine et qui vit de rançonner les pays africains. On va donc écouter ce que Jeune Afrique dit, lui aussi, n'est-ce pas, de Mahmoud Diko. Comme de juste, dans la même période, Jeune Afrique a quelque chose à dire sur Mahmoud Diko. Jeune Afrique. Mahmoud Diko. Je vous le cherche ici, je l'avais gardé. Hop. Jeune Afrique, venez vite là, vous n'êtes pas difficile à comprendre. Une fois qu'on a lu un, on connaît les autres. Jeune Afrique. Plus Mahmoud Diko. Voilà. Et j'arrive tout de suite dans l'article Jeune Afrique qui a été publié, prétend-on, il y a 2 heures. On va voir le travail extraordinaire que Jeune Afrique a fait. Ceux qui jeûnent pour attraper le fric des pays africains. Là, il n'y a même pas trop d'efforts. Mali, 2 points. L'imam Diko dénonce l'arrogance de la junte d'Assimi Goïta. L'imam dénonce l'arrogance de la junte d'Assimi Goïta. Vous avez écouté RFI, non? C'est pas ce que vous avez entendu. Vous avez écouté Le Figaro. C'est pas ce que vous avez entendu. On est arrivé sur Jeune Afrique. Un soi-disant journal qui est supposé élaborer et faire preuve d'une meilleure connaissance de l'actualité africaine. Il recopie les titres de l'AFP. Il recopie les titres de RFI. Il recopie les titres. Mais ce sont des paresseux de la pire espèce, la bande à Marwan Ben Yamed. Cet héritier de presse. L'un des plus nuls que la presse parisienne ait jamais eu. Marwan Ben Yamed. Voici leur travail. Copier-coller de ce que dit la dépêche de l'AFP, de ce que raconte RFI, de ce que raconte le Figaro. Ils écrivent un article pour 10 journaux et ils le vendent 10 fois aux gens. C'est une honte, cette presse de la France-Afrique. Vous écrivez le même article. Quelqu'un va au kiosque à journée. Là, je vais là à mon kiosque à journée, face à chez moi. Là. J'achète Jeune Afrique. J'achète Le Figaro. J'achète un abonnement sur RFI ou ma page internet sur RFI. C'est extraordinaire. Les 3 me vendent le même article et j'ai payé 3 fois. N'est-ce pas une arnaque? N'est-ce pas un vol? N'est-ce pas? Mais c'est extraordinaire. Bon, lisons-les. Mali. L'imam Diko dénonce l'arrogance de la junte d'Assimi Goïta. L'influent prédicateur s'exprimait alors que les militaires au pouvoir à Bamako et la communauté internationale sont en plein bras de fer. Ces derniers mois, l'influent prédicateur s'était fait discret. Mais jeudi 26 mai, l'imam Mahmoud Diko a pris la parole pour dénoncer l'arrogance des militaires qui dirigent le pays, s'en prenant également à l'orgueil de la communauté internationale alors que l'un et l'autre sont en plein bras de fer. Vous avez appris quelque chose? Ils ont dit quelque chose de nouveau?
Une telle critique contre la junte au pouvoir est devenue rarissime de la part d'une personnalité nationale aussi éminente. Seigneur. Vous n'êtes pas en train de relire l'article du Figaro? Vous n'êtes pas en train de relire l'article de RFI? L'influent religieux a lui-même plaisanté sur l'éventualité que ses propos lui vaillent d'être interpellés à la sortie du forum dans le cadre duquel il s'exprimait à Bamako. Ça, c'est du journalisme, ça. Ça s'appelle du copier-coller. Ça fait pitié et ils disent qu'ils ont un journal à Paris. Marwan Ben Yamed. C'est un journal, ça. Mais c'est un torchon de copier-coller. Il n'y a aucune analyse, il n'y a rien d'original. Et on a un sous-titre, le peuple malien pris en otage. Cette prise de parole survient alors que la junte fait front face aux pressions d'une partie de la communauté internationale pour rendre les commandes du pays en crise à des civils élus. Le peuple malien est, entre guillemets, pris en otage entre les deux et est en train de mourir à petit feu, sous l'effet de la propagation djihadiste et des pénuries, notamment provoquées par des sanctions internationales, a dit l'imam Diko. On fait quoi avec ça? Franchement, on fait quoi avec ça, Jeune Afrique? On fait quoi avec ça? Citation. On est trimballé entre des gens qui veulent une transition indéfinie et des gens qui ont des principes. C'est pour cela que j'ai parlé de l'arrogance de nos dirigeants. Ils vont m'interpeller, mais je le dirai. Leur arrogance et l'orgueil de la communauté internationale, c'est le peuple malien qui est en train de payer ça. Fin de citation, a-t-il martelé. Et d'ajouter, c'est extrêmement grave. Une classe politique moribonde, qui ne bouge pas, qui n'existe plus, une société civile qui a cessé d'exister. Il faut le dire, on est trimballé. Le peuple, entre les gens qui veulent une transition indéfinie, entre parenthèses, Jeune Afrique précise, la junte et les gens qui ont des principes. La Jeune Afrique ne précise plus qui a des principes. Fin de citation. Et Mahmoud Diko de conclure. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a infligé en janvier de vigoureuses mesures de rétorsion au Mali pour sanctionner le dessein qu'avait alors la junte de se maintenir au pouvoir jusqu'à 5 années supplémentaires. Les autorités ont revu la durée de la transition à 24 mois, mais des tractations sont toujours en cours et les dirigeants de la CEDEAO doivent tenir un sommet sur le Mali et d'autres sujets le 4 juin à Accra. Écrit avec AFP, ils avouent en bas, écrit avec AFP. Vous avez écrit quoi? Marwan Ben Yamed, vous là, vous avez écrit quoi là? Qu'est-ce que vous avez raconté? Est-ce que ça c'est une analyse? Est-ce que ça c'est un article qu'un journal qui a en quelque sorte une ligne éditoriale, qui a une personnalité, ça c'est un article? Vous pouvez nous dire ce que Jeune Afrique a apporté dans l'élaboration de l'information? D'abord, en lisant les différents articles, on oublie que les propos de Diko ne sont pas importants. Parce que ce n'est pas des propos qu'il a tenus dans le cadre du forum, mais à l'écart. Vous vous précipitez tous à valoriser des propos qui n'étaient même pas l'essentiel du forum, qui portaient sur les femmes, la paix, la sécurité, le développement du Mali. Vous n'en parlez pas. Et vous faites du copier-coller et vous donnez l'impression, tous là, de traiter sérieusement d'un sujet, alors que ce sujet a été traité une seule fois dans une officine et cela a été imposé à tous les autres. Copier-coller. Et c'est ça qu'on va retrouver sur France 24, et c'est ça qu'on va retrouver sur TV5, et c'est ça qu'on va retrouver dans Le Monde, et c'est ça qu'on va retrouver partout. Une campagne d'intoxication, une campagne de propagande. Non pas de l'analyse, non pas de l'investigation, non pas de la confrontation de thèses. Aucun esprit dialectique, rien. Mes chers amis, je voulais d'abord vous faire découvrir cette méthode qu'ils ont de dire la même chose sous plusieurs titres de journaux pour vous amener à savoir que ce sont des paresseux. Intellectuellement, ils sont paresseux. L'un des problèmes qu'on a aujourd'hui avec ce système de la mafia de la France-Afrique, c'est que contrairement à la France-Afrique de Focard, de De Gaulle, de Pompidou, de Giscard, de Mitterrand, même jusqu'à la France-Afrique de Chirac, ils ne sont même plus travailleurs, ce sont des fainéants. Un copier-coller leur suffit. Il y en a un qui écrit, il y en a un qui pond une ânerie, les autres la reproduisent. Et chacun signe. Hein? Ah oui, l'article de Jeune Afrique, là, l'article de RFI, là, l'article de France 24, là, l'article du Figaro, là, l'article du Monde. Ils signent tous, ils reproduisent la même ânerie et ils veulent la présenter aux gens comme l'expression de la diversité de la presse sur la situation africaine. Est-ce que là, vous avez lu plusieurs journaux? Vous n'avez lu qu'un seul. Vous n'avez lu qu'un seul journal.
à savoir le journal de la France-Afrique, le journal de la propagande de la France-Afrique. Un seul journal, écrit à travers plusieurs feuilles de chou. Bon, ça c'était la première chose que je voulais vous faire vérifier. Quand vous les écoutez, ne croyez pas que vous êtes en train d'entendre quelqu'un de différent. Ils sont un, comme Satan. Le diable, l'un de ses noms, c'est qu'on l'appelle Légion. Il aime se présenter sous plusieurs visages, mais il est un. Le mal est un. Et il se présente sous plusieurs formes. Le mal de la France-Afrique est un. Mais il se présente tantôt comme RFI, tantôt comme France 24, tantôt comme Jeune Afrique, tantôt comme Le Monde, tantôt comme Le Figaro. Il aime se déguiser. Mais c'est la beauté du diable. Il vous appartient de ne plus vous laisser trimballer. Quand ils commencent à danser, leur danse, en faisant semblant d'être plusieurs, alors qu'ils sont un, comme le diable, et que tout cela, c'est des légions, les légions de Satan. Les légions de la domination, de la néocolonisation permanente de l'Afrique. Une fois que vous avez compris que c'est de cela qu'il est question, vous les regardez comme des joueurs de cirque. Vous les regardez tous comme des prestidigitateurs de cirque. Il n'y en a plus un seul qui vous impressionne. Maintenant, intéressons-nous à l'imam Dicko. Écoutez, l'imam Dicko, comme je vous l'ai montré, a un problème très simple. Lorsque le régime d'Ibeka est tombé, il estimait qu'il devait avoir le droit. Il devait être le guide spirituel de ce régime. Le guide spirituel de la transition, ça devait être lui. Autrement dit, il devait avoir un droit de préemption sur le choix des dirigeants de la transition du Mali. Il devait choisir et bénir qui doit diriger la transition. Parce que lui, il estime être le légataire, le propriétaire de l'esprit du peuple malien. En réalité, l'imam Dicko espérait que son expérience dans sa mosquée de Badalabougou fasse de lui une espèce d'imam Khomeini. Que ça fasse de lui le guide spirituel de la révolution malienne. Or, le peuple malien, qui est un peuple multicentenaire et même multimillénaire, le peuple malien n'a jamais aspiré à se laisser guider par un être humain, mais dans la foi profonde du peuple malien, c'est Dieu. Et pour ceux qui sont musulmans, son prophète, béni soit-il. Pour ceux qui sont chrétiens, eh bien, son fils, le Christ. Et pour ceux qui sont traditionalistes, les mânes de nos ancêtres africains du Mali, qui sont la médiation. Ce n'est pas Dicko. Il n'y a pas quelqu'un au Mali là qui puisse s'interposer entre l'âme du peuple malien et le Seigneur Tout-Puissant. Car tout musulman, toute musulmane authentique sait qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Toute chrétienne, tout chrétien authentique sait que l'idolâtrie est interdite. Tu ne te forgeras point d'idole. Et tout traditionnaliste africain du Mali sait que le tout-puissant créateur suprême que nos ancêtres connaissaient, adoraient, dont ils nous ont transmis l'intuition et la civilisation, est incomparable à un homme. Donc la première erreur de Dicko, c'est d'avoir cru que c'est lui qui allait être la conscience du Mali. Et c'est une faute de sa part, lui qui est supposé à la fois bien connaître le Mali et bien connaître la tradition musulmane. Il n'aurait pas dû se glisser à cet endroit-là. Non. Le peuple malien a sa relation directe à Dieu. Il a sa relation directe à sa propre conscience collective. Et le peuple malien, c'est l'un des rares peuples africains que tu ne trompes pas plus de 3 fois. Tu ne vas pas le tromper plus de 3 fois. Plus de 3 fois, le peuple malien a pris l'imam Dicko dans des postures de tromperie. Moi, j'ai observé quelques-unes de ces postures de tromperie. D'un côté, aux côtés du peuple malien, il dénonce les djihadistes. De l'autre côté, il est l'ami des puissances qui sont les bases arrières des djihadistes. Et il ne leur dit pas la vérité. Quelles sont ces puissances? Mais il faut que l'imam Dicko ait le courage de dire la vérité à l'Arabie Saoudite, s'il est garçon. Il faut qu'il ait le courage de dire la vérité au Qatar, s'il est garçon.
Ce sont ces deux pays-là qui sont les bases arrières d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Pourquoi l'imam Diko ne se lève jamais à Bamako pour leur dire la vérité? Alors qu'il sait très bien que c'est la famille des Saouds qui finance l'État islamique. Alors qu'il sait très bien que Al-Qaïda, sa base arrière, on l'a vu l'autre jour quand Al-Qaïda prenait le pouvoir en Afghanistan. C'est Doha au Qatar. Donc, voici quelqu'un qui, la nuit, tend la main pour recevoir l'aide des monarchies du Golfe, qui sont les bases arrières des djihadistes. Et puis le jour, il vient à Badalabougou raconter sa vie aux Maliens, comme quoi il faut lutter contre les djihadistes. Il y a un petit problème. Hein. Tu ne peux pas la nuit être avec les parrains des djihadistes et puis le jour venir nous dire que toi tu es contre eux. Les Maliens ont vu dedans. Deuxièmement, les Maliens ont eu l'occasion d'observer cet imam. Dans son rapport aux dirigeants ouest-africains, notamment Alassane Draman Ouattara. Alassane Draman Ouattara. D'un côté, quand le peuple malien a compris qu'Alassane Ouattara était son ennemi, qu'Alassane Ouattara voulait vraiment couler la transition, et que le peuple malien a protesté, dans un premier temps, Diko a fait semblant d'être avec le peuple malien pour condamner Ouattara. Et puis dans un deuxième temps, il s'est remis à faire flatterie, ami avec Ouattara. Recevant des délégations en cachette, les Maliens l'ont surpris dedans. Ils ont dit, ah bon? Dans la journée, tu le critiques, le soir, tu es avec ses émissaires? Diko, ton affaire n'est pas claire. Enfin, le troisième point où les Maliens l'ont pris, c'est après la chute du régime d'Ibeka, alors qu'on pensait qu'il était vraiment engagé du côté de la transition, on le surprend encore en train de vouloir imposer à la transition des hommes de l'ancien régime d'Ibeka. Notamment, on le surprend dans son comportement avec M. Mokhtar Ouane. Où, très clairement, il veut l'imposer de force à la transition. On dit, Diko, on pensait que vous étiez du côté du changement. Mais là, en fait, vous voulez maintenir vos pions pour contrôler la situation. 3 fois, j'ai observé que le peuple malien l'a pris la main dans le sac du double langage. 3 fois. Or, les Maliens, tu vas les tromper une fois. C'est bon. 2 fois, ça va. Mais 3 fois là, Bana, Péou, Péou. Une fois qu'ils t'ont pris 3 fois, dans le double langage, la déloyauté avec eux, c'est fini. Voilà comment cet imam, qui était l'un des hommes effectivement les plus écoutés, l'un des hommes les plus aimés du peuple malien, il est sorti du cœur des Maliens. Quand les Maliens ont compté 3 coups dans le dos du peuple par l'imam, les Maliens ont dit, lui là, ils lui ont donné un nom. Quand j'étais à Bamako l'autre jour, c'est là que j'ai appris le nom qu'on lui a donné. L'un des noms qu'on lui a donné, on l'appelle l'imam dribbleur Neymar de Badalabougou. C'est le nom que les Bamakois là lui ont donné, les Maliens. J'ai dit, mais comment vous l'appelez? Comment on dit non? Il est comme ça. Donc, comme Neymar, là, le joueur du PSG, là, c'est un dribbleur. On a décidé, comme lui, là, sa mosquée, c'est à Badalabougou. Donc, on a décidé de l'appeler l'imam dribbleur Neymar de Badalabougou. Quand les Maliens te donnent déjà un surnom qui résume ce que tu leur as fait là, c'est fini. C'est fini. Donc, c'est à Bamako que j'ai appris pourquoi on n'entendait plus parler de lui. Parce que quand je suis allé à Bamako récemment, j'ai demandé pourquoi il ne donnait plus de prêches, tout ça là. On a dit, ah non, laisse-le, celui-là. Maintenant, on l'appelle l'imam dribbleur Neymar de Badalabougou. J'ai dit, quoi? Et les gens m'ont donc raconté les 3 trahisons. On dit imam caméléon. Oui. Et ceux qui me l'ont dit là, ce n'est pas des chrétiens, hein. Ce n'est même pas des traditionalistes, hein, parce qu'il y a des chrétiens maliens. Il y a des traditionalistes maliens qui ne sont ni chrétiens ni musulmans. Hein, et ils sont aussi nombreux. Hein. Ceux qui me l'ont dit, c'est des musulmans même. C'est même des fidèles de la mosquée de l'imam Diko qui m'ont dit, notre imam,
Vraiment, depuis qu'il est entré en politique, là, sa manière d'entrer en politique, là, nous, on a mal. On a mal tous les jours. Parce qu'on ne le comprend plus. C'est pour ça qu'ici, à Bamako, on l'appelle l'imam dribbleur. L'imam dribbleur. Neymar. Neymar de Badalabougou. Donc, lui, quand il entre ici avec le ballon, il sort là-bas. C'est un contorsionniste. Ce sont les Maliens qui m'ont appris ça. Sinon, moi, je ne pouvais pas savoir ça. J'ai demandé. Quand je suis allé récemment par 2 fois au Mali, j'ai demandé pourquoi on ne l'entendait plus. Et j'ai demandé, moi je pose la même question au moins à 10 personnes. J'ai ma petite base, au moins à 10 personnes différentes. Et c'est à partir de là que je commence à construire mon opinion. Je demande là, mais qu'en est-il de l'imam Diko? C'est un homme quand même qui a une certaine éloquence. Je ne l'entends plus. On dit, professeur, lui là, il ne faut même pas le chercher. Il n'est pas clair. On ne le comprend plus. Je dis, ah bon? Mais qu'est-ce qu'il a fait? On dit, professeur, lui là, on dirait que vraiment, il a un autre agenda. Quand au-delà de 10 personnes, consultées pendant plus de 20 jours, à plusieurs endroits, de la capitale et du district de Bamako, on me dit de faire attention. De ne pas faire confiance. Y compris les gens qui sont ses fidèles. Ils me montrent même les photos. Que me voici avec lui ici. Mais lui là, je ne suis plus avec lui. Je ne le sens pas. Voilà pourquoi les Maliens lui ont tourné le dos. Et donc, je conclus cette revue de presse. Nous avons, avec les amis observateurs politiques basés au Mali, proposé que le gouvernement, surtout, ne tombe pas dans le piège d'arrêter l'imam Diko. Ce sont des suggestions que nous faisons au gouvernement de transition. S'il vous plaît, dans le plan de communication de la France-Afrique, pour tenter de repositionner Diko après l'échec des Wan, l'échec des comment il s'appelle, Boubou Sissé, l'échec des Tieman Hubert Koulibaly. Après leur échec là, on essaie de vous positionner un caillou dans la chaussure, de promouvoir justement Mahmoud Diko comme étant désormais la figure de proue de l'opposition. Or, dans leur plan, ils ont prévu que président Assimi Goïta, vous les arrêtiez. Que vous allez arrêter l'imam. Parce que c'est ça qui va le repositionner au centre du jeu politique. Si vous tombez dans ce panneau, s'il vous plaît, président Goïta, ne l'arrêtez pas. Monsieur le Premier ministre, ne l'arrêtez pas, s'il vous plaît. Parce que ça, c'est le piège qui vous est tendu. Dès qu'il sera arrêté, la campagne va s'intensifier pour le présenter comme l'incarnation de la pureté, de la sainteté. Comme l'homologue du pape de Rome, du Dalai Lama, de l'imam Khomeini, comme une conscience universelle, une conscience cosmique et même métacosmique. Vous avez vu comment ils ont commencé? Comment ils ont commencé à lui faire croire ce qu'il n'est pas. Faites attention, ne l'arrêtez pas. Mais si on ne l'arrête pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut le critiquer. Quand il parle là, les musulmanes et les musulmans du Mali, les chrétiens, les chrétiennes, les non-musulmans, les non-chrétiens, critiquons-le. L'Afrique des libertés, quand il l'ouvre pour parler, on le critique correctement. On lui rappelle pourquoi ce qu'il dit est faux. Parce que c'est une règle de la communication. Il ne faut pas laisser les gens mentir. Parce qu'à force de mentir, il en reste toujours quelque chose qui finit par passer pour normal dans l'opinion. Je pense que la bonne solution face à l'imam Diko, 1, c'est de ne pas l'arrêter. 2, c'est de laisser le peuple malien, c'est-à-dire l'opinion musulmane malienne, chrétienne malienne, non musulmane, non chrétienne, traiter son cas. Deuxième élément, ce sont ses propres fidèles là. Quand ils vont raréfier son pied, leur pied, à l'entrée de son église, c'est là où il va comprendre que vraiment, même sa carrière d'imam là est finie. Il ne faut surtout pas l'arrêter. Si vous l'arrêtez, vous lui avez rendu le plus grand service, c'est sa réhabilitation dans le champ politique malien. Donc, les plus hautes autorités du gouvernement n'ont même pas à lui répondre. Il faut que le peuple des citoyens, les intellectuels, les religieux patriotes, ce sont eux qui lui répondent. Quand il dit quelque chose qui est censé. Et progressivement, la population malienne va s'éloigner même de sa prédication et il va pouvoir se retrouver seul, assis dans son cabinet de réflexion, à se demander où l'aura mené cette trahison.
Vraiment, ma communication aujourd'hui consiste à demander, à solliciter, à suggérer humblement aux autorités maliennes de ne pas tomber dans le piège. Eux, ils ont déjà prévu que vous allez l'arrêter. Ils veulent à tout prix que vous l'arrêtiez. Comme ça, ils vont le promouvoir et l'utiliser comme moyen de pression, comme moyen de focalisation et de division. Et il faut au contraire laisser la critique s'occuper de lui. Franchement, c'est ce que nous avons voulu dire. Mais je voulais avant tout, dans cette intervention, vous montrer comment la presse de la France-Afrique travaille. Une presse paresseuse. Quand tu as lu un de leurs articles, tu peux prendre ça et mettre ça dans tous les autres. C'est la même chose. Tu peux décalquer ça sur tous les autres. C'est la même chose. Voilà à quoi nous sommes réduits. À l'indigence intellectuelle d'une presse qui prétend pourtant contrôler les idées dans l'espace africain. C'est trop tard. Ils sont vaincus. Les temps ont changé. L'Afrique des libertés est au cœur des idées en Afrique. Chaque Africaine, chaque Africain se développe désormais comme un arbre souverain et vertical, capable de penser en lui-même, par lui-même. Et collectivement, nous sommes en train de construire un puissant cerveau d'autonomie, d'indépendance, un puissant cerveau de réflexion, de partage, de solidarité, pour bâtir la puissance africaine, sous laquelle seront hébergées les générations actuelles et futures. Mes chers amis, je vous remercie. Que Dieu bénisse l'islam africain en général, l'islam malien en particulier, chaque musulman et chaque musulman, qu'il ne se laisse pas décevoir par la trahison de ses guides corrompus. Que chacun d'entre nous, chrétiens, chrétiennes, traditionnalistes, conserve pure son âme et sa conscience et ne les vende jamais pour des plats de lentilles. S'il vous plaît, vous avez sans doute un jour aimé tel ou tel prêche de l'imam Dicko. Ça ne fait rien. Aujourd'hui, le virage politique dans lequel il est vous oblige à prendre de la distance. Tout ce qu'il a dit par le passé n'était pas forcément faux. Il y avait du vrai, il y avait du beau, il y avait du bien dans certaines des choses qu'il a dites et même qu'il a faites. Mais aujourd'hui, la posture dans laquelle cet homme est placé, c'est une posture incompatible avec les intérêts souverains du peuple malien. Il se positionne comme le cheval de Troie de la France-Afrique pour saboter la transition malienne. À ce titre, il faut le mettre à distance. Il faut le mettre en méditation. Il faut l'obliger à se reprendre, à prendre conscience de sa trahison, des idéaux qui ont été projetés en lui à un moment donné. Jeune Afrique, sachez que il s'agit d'un thème convenu de la France-Afrique. Car sur la place de Paris, ce sont ces médias qui relaient et expriment la stratégie de communication de ceux qui veulent maintenir l'Afrique francophone sous domination néocoloniale. Je recommence une troisième fois. Africaine, Africain, si vous voyez le même sujet d'actualité africaine évoqué sur RFI, France 24, TV5, Jeune Afrique, Le Figaro, sachez qu'il s'agit d'un mot d'ordre. Il s'agit d'éléments de langage qui ont été donnés. Excusez-moi. Un instant, je vais répondre à un coup de fil. Excusez-moi mes amis. Laetitia, appelle Naomi. Elle essaye de me parler. Ok, merci mes chers amis. Voilà. Excusez-moi. Je devais m'arrêter pour répondre à ma grande fille. Quand elle m'appelle, c'est que c'est urgent. Alors, donc, je voudrais que l'Afrique des libertés note et ait ce réflexe. Quand tous ces journaux que je viens de citer, j'ai cité RFI, j'ai cité France 24, j'ai cité TV5, j'ai cité Jeune Afrique, j'ai cité
Le Figaro. Quand vous les voyez tous évoquer le même sujet, en utilisant pratiquement les mêmes éléments de langage, sachez qu'il s'agit d'une campagne d'information et même d'une campagne de guerre informationnelle de la France-Afrique. Ayez donc le réflexe pour le savoir, quand vous voulez consulter cette presse, de consulter tous les titres que je viens de citer en même temps. Ce qui vous permet de savoir que, oui, Le Monde, c'est bien de citer Le Monde aussi, ça finit toujours là-bas aussi, ça finit dans Le Monde. Ensuite, ça va aller dans Marianne. Ensuite, ça va, à un moment donné, toute la presse parisienne. Une fois que vous vérifiez que ce sont les mêmes éléments de langage partout, vous savez que une campagne d'information de la France-Afrique vient d'être lancée. Est-ce que c'est clair? Ça, je voulais insister là-dessus pour que vous ayez... Alors, je ne parle même pas des chaînes de télévision. Parce que les chaînes de télévision vont relayer après. BFM TV, CNews, iTélé, ils vont venir après. Mais je vous donne juste là les médias sur lesquels systématiquement les mêmes éléments de langage sont rodés. Une fois que vous avez repéré que c'est ce qui se passe, vous savez qu'il y a un mot d'ordre, il y a une décision, il y a un message de la France-Afrique qui a été mis en circulation. Donc vous devez traiter ce message-là comme étant une évolution de la tactique et de la stratégie de ceux qui veulent maintenir l'Afrique en situation de néocolonisation française. Bref, ceux qui veulent maintenir la présence néocoloniale de l'armée française sur le continent, ceux qui veulent maintenir la monnaie néocoloniale française sur le continent, le franc CFA, ceux qui veulent maintenir des dictatures, donc des régimes jamais élus, des régimes brutaux, des régimes corrompus à la tête du continent, ceux qui ne veulent pas qu'émerge une Afrique africanophone. Voilà. Sachez que ce sont là les signes qu'ils sont au travail. Eh bien, incontestablement, en ce vendredi, cet axiome et cette observation générale que je vous invite à bien conserver dans un coin de votre mémoire, eh bien, tout cela peut se vérifier autour du traitement de l'information concernant la prise de parole à Bamako de l'imam Mahmoud Dicko. Vous allez vous rendre compte que la prise de parole de l'imam Mahmoud Dicko fait partie d'une pièce de théâtre, de guerre informationnelle contre le Mali, qui a été parfaitement synchronisée. Je vais pour cela commencer par prendre la version donnée par RFI. Je vais vous prendre la version qui a été donnée par RFI. Je l'ai publiée sur ma page Facebook pour